Bonjour à tous, madame, monsieur, excellente matinée, bon réveil, merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour votre matinée matinale. Bonjour d'Algérie pour ce dimanche 29 décembre 2019. Toute l'équipe, la team du dimanche, fidèle au poste, et on commencera notre sommaire avec Radeb Boulmali qui s'intéressera en cette matinée à un savant, un philosophe soufiste et un théologien, voilà j'y arrive, il s'agit là d'Ibn Arabi, elle fera partie de la première partie avec Nafa Mezari qui reviendra lui sur les Algeria 2.0. Cette conférence qui a eu lieu il y a quelques jours, il reviendra sur les faits marquants de cette conférence mais aussi les recommandations de cette 8e édition. On sera dans la partie de cette première, on va dire, partie de la matinale de ce dimanche. Également Nour Mqaddam pour nous parler de la pollution des ondes bien évidemment. Dans la deuxième partie, nous rejoindra Mounia Witis dans sa, on va dire, rubrique enfant, mère et enfant. On parlera cette fois-ci de la poussée dentaire. Dieu seul sait que ça fait mal et aussi ça fait mal, hein Mina, ça fait mal aux parents, voilà, ça fait trop mal aux oreilles. Ça fait mal trop mal aux oreilles quand les enfants commencent on va dire, à pleurer et pour calmer cette poussée dentaire, elle nous donnera toutes les astuces. Mounia Witis dans la deuxième partie de cette matinale de ce dimanche. Nous rejoindra également en deuxième partie Delia Mezager pour les bons plans, sorties culturelles et aussi on reviendra sur plusieurs, on va dire, expositions, notamment l'exposition de l'homme jaune à travers des reportages. Tout cela, et c'était là, on va dire, les rendez-vous de cette matinale de ce dimanche 29 décembre 2019. Et comme vous le savez, c'est les vacances de la période hivernale, début de semaine pour les parents, pour certains. Ceux qui sont en congé vont devoir profiter de leur petite famille. Et oui, pour programmer sa sortie pour cet après-midi, vous demandez certainement les nouvelles du ciel. Oui, bah, bien sûr. Oui, bien sûr, certainement. C'est tout de suite avec Mina Abed après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïnama Kountoub, le bon choix. Avec Mina Abed. Rebonjour, ça va? Bonjour Monel, ça va? Tranquille? Oui. Alors, il fait frais, froid, mais il fait beau. Mais il fait beau. Ce qui est sûr. Alors, ça continue jusqu'à aujourd'hui? Ça continue, ça va après-midi continuer encore aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont en vacances. Hein. C'est pour Très les bien. enfants. Voilà, plus de détails tout de suite. Alors bonjour à tous en cette début de matinée. Brumes et nuages bas se partageront le ciel sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le ciel sera plutôt nuageux en début de matinée vers la partie est, dégagée. À partir de l'après-midi, on notera un ciel voilé sur le centre et l'ouest du pays. Sur les régions sahariennes, un ciel voilé également sur la Saoura, le Sahara central. Beaucoup de soleil sur le reste des régions sahariennes. À noter de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le Sahara central et la Saoura. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 16 degrés, à Alger 15 degrés, à Annaba, Oran 16, à Tlemcen 11 degrés, à Djelfa Bayad 16 degrés, Gardaya 19 degrés, Hassim Saoud 18 à Ilizi, 21 degrés, Tanarasat et Janet et enfin 27 degrés à Port Wedj Mokhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera plutôt couvert, notamment à Paris, Bordeaux, on notera des pluies assez marquées. À Londres ainsi qu'à Dublin, et puis bien sûr beaucoup de soleil à Rome, Budapest, Berne, Madrid et Lisbonne. Côté Mercure, on notera des températures plutôt en baisse avec 2 degrés seulement à Budapest, 3 degrés à Bucarest, 8 à Athènes, 10 degrés à Rome, ainsi qu'à Berne, 13 degrés à Marseille, 6 seulement à Paris, 13 à Londres et enfin 9 degrés à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et elle vous a été présentée également par Mina Abed. Merci Mina. Merci, Je sais pas, Monet. est-ce que vous avez pensé à prélever la température du studio? Ça fait non. 24, 25? La Un prochaine peu plus? fois, faudra ramener un thermomètre. Non, peut-être, moi je dirais 20. 20? Ouais. Non, un peu plus, un peu plus. Vu le manteau que porte à notre camerawoman, je pense que ça fait... Merci Mina Abed. Prochain rendez-vous avec la météo, ça sera après le journal de midi Tout à fait. de la rédaction. Allez, on passe cette fois-ci à un artiste. Il s'agit là de Adel Kerouani, un artiste avec un talent hors pair. Nous dresse le portrait Sabrina Khlifi tout de suite.
Adel Kerouani, j'ai pris comme nom d'artiste K. Parce que l'univers que Léo Aïch fait, il est en 3D. Donc avec ces produits de coloriage, le but c'est d'organiser des ateliers de coloriage. Le premier va être, Inch'Allah, à la bibliothèque Albiar, et généraliser le concept pour que les enfants puissent découvrir le coloriage en 3D et en plus s'amuser. Et plus tard, pourquoi pas faire des canevas en 3D, en relief, pour les parents, pour que les séances deviennent parents-enfants. Ça va les rapprocher et c'est très ludique et c'est aussi très apaisant. Tout le monde m'a encouragé à poursuivre, à essayer de faire. Donc j'ai commencé à faire des choses. J'ai fait un grand tableau en bas-relief de 3 mètres sur 2 mètres pour la route de Kharrata. C'était l'inauguration, la commémoration du 8 mai 45 en 2018. Donc j'ai fait un autre portrait de Shahid Mohamed Raïs. Et j'ai fait celle de Amir Abdelkader dans la Elbia. Et aujourd'hui, j'ai pour ambition d'en faire beaucoup. Et l'un de mes projets, c'est l'Allée des Mémoires. L'Allée des Mémoires, c'est une exposition mobile qui va de ville en ville, de jardin en jardin, d'espace en espace, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et qui va résumer, nous exposer plein de personnages d'Algérie, de tout temps, de tout horizon, quel que soit leur combat ou leur réalisation,
plus important, c'est que les Algériens puissent se retrouver dans la diversité. La diversité, c'est notre richesse. Et il est grand temps maintenant qu'on promouvoie l'essentiel de notre richesse, qui est les enfants de l'Algérie. Franchement, c'est très beau pour un sculpteur autodidacte, c'est vraiment beau. Et je sais pas, vous avez aimé spécialement le portrait, Le buste là, le buste, à côté. Ouais, oui, magnifique. C'est vrai, Juste il capte magnifique. l'attention parce qu'il est Voilà, imposant. assez derrière imposant. notre, intervenant. Bonjour Mounir. Monsieur Dam, bonjour. Merci à vous tous de nous rejoindre sur Canal Algérie pour cette matinale. J'ai envie de dire non, pas l'avant-dernière quand même. On est le dimanche 29 décembre 2019, à quelques jours. Ça sera l'occasion de dire bonne année aux téléspectateurs pour vous trois. Alors, soyons galants. Nafa. Bonjour. Nafa, bonjour. On va changer. D'accord, je suis les autres. Non, le de bonjour. Bonjour Moulay, bonjour tout le monde. Ça va, tranquille? Très bien, très bien. En tout cas, elle a pris son temps pour se coiffer les cheveux. C'est pas comme Je suis ça. venue assez tôt. Faut souffrir pour être jolie en fait quand. Radeboul Ali, ça va? J'en connais un bout. Bonjour Mounir. Ça va? Ça va, content de vous retrouver. Pareillement. Et Nafa, rebonjour. Bonjour mon Voilà, on a tant attendu son retour de la conférence Algéria 2.0 ou Algéria 2.0, yes, in English. Et c'était là la 8e édition de tout ce qui est, on va dire, de cet événement. On va revenir sur les faits marquants et aussi les recommandations de cette 8e édition et on va dire la base on va dire, construite pour la 9e édition. Mais avant cela, Radeboul Ali s'intéresse dans cette matinée à un savant, un philosophe, un théologien, effectivement, et qui est né en Andalousie et décédé qui a grandi à là-bas, Damas. qui a marqué en fait la pensée islamique depuis le XIIIe siècle. On continue de s'inspirer de celui qu'on appelle Ibn Arabi. Ou Mahieddin Ibn Arabi. Le nom est beaucoup plus long, Mounir. Non, mais Mahieddin Ibn Arabi, j'en ai connu plus long. J'invite les personnes un peu plus curieuses à se documenter, ne serait-ce qu'en visitant un Mais vous allez leur donner cette envie de se documenter en cette matinée. Oui, parce que si on se met à lire le nom, il est très 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 long. Vraiment, il prendrait 2 lignes facilement. En fait, voilà, il est plus connu sous le nom de Ibn Arabi. Voilà. Ibn Arabi, justement, c'est un savant et philosophe. Plusieurs personnalités, j'ai envie de dire, se sont intéressées à ce personnage-là, notamment l'Amir Abdelkader. Oui, l'émir Abdelkader, on avait parlé de lui déjà et on avait mis en avant justement son penchant pour le soufisme et on est vraiment en plein dedans avec Ibn Arabi, qui était une source d'inspiration pour l'émir Abdelkader par rapport à quels aspects? D'abord, un premier aspect qui est celui du vivre ensemble, celui de la tolérance par rapport aux religions, parce qu'Ibn Arabi, dans sa philosophie, avait parlé d'un livre unique, d'un message divin unique qui était en continuité depuis les premiers messages des autres prophètes jusqu'au nôtre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui était le dernier message, celui de notre religion, l'islam, était là pour un petit peu parfaire, pour parfaire ce qui a été un peu dénaturé ou dévié de sa première trajectoire qui était l'adoration de Dieu, la soumission à Dieu, qui était le message essentiel. En fait, après, il y a la vie dans sa composante au quotidien qui vient se greffer. Bon, on a donné le premier attrait donc qui a poussé l'Amir Abdelkader à s'intéresser à cette personnalité soufie. Donc l'Amir Abdelkader, qui était lui aussi dans la spiritualité, avait aussi été séduit par un autre aspect, le féminin chez Ibn Arabi. Ibn Arabi est de mère. Sa mère, on dit qu'elle est d'origine maghrébine, qu'elle serait issue peut-être de Tlemcen, et bien sûr parce que ses oncles maternels étaient là-bas. En l'occurrence, un des princes justement de cette époque du XIIe siècle, qui était à Tlemcen, et qui lui a choisi pour vocation le soufisme. Déjà à la base, son oncle maternel avait tout lâché, ses obligations de prince, tout ce qu'il avait comme privilège pour verser là-dedans. Son père était savant aussi, mais son père était andalou et sa mère venait de Tlemcen, elle aussi d'une famille d'érudits, de savants, de connaisseurs en théologie. Et donc
il a été nourri par tout cela, Ibn Arabi. Il n'avait pas droit à l'erreur. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une amie à sa mère, pourquoi j'ai cité sa mère, Mounir? Parce que une amie à sa mère qui était Fatima de Cordoue, Fatima de Cordoue était l'équivalent d'un maître spirituel de l'époque. Donc c'est elle qui a transmis un petit peu la vocation à Ibn Arabi. Et ça venait d'une femme. Et d'une autre femme aussi qui était Shams. Donc je vais essayer juste de retrouver dans mes notes. Donc on y reviendra, c'est pas grave. Il y avait Fatima de Cordoue et puis Shams al-Fuqara qui était donc comme son nom l'indique près des pauvres, qui était complètement dévouée un peu comme Mère Teresa donc dans le christianisme. Et donc il va s'inspirer de ces deux grandes dames, vraiment qui vont un petit peu tracer son chemin vers la spiritualité, jusqu'à ce qu'il devienne ce penseur qui est le pivot entre les premiers, donc qui étaient vraiment sur le chemin de la sunna, sur le chemin de la pensée pragmatique, parce qu'il y avait à l'époque, le contemporain était Ibn Rushd, ne serait-ce que celui-là, tu vois, Averroès était là, il l'a rencontré d'ailleurs, c'est Averroès qui lui-même demandera à voir ce jeune génie, parce qu'il s'était mis à la lecture très très jeune. À 14 ans, il connaissait par cœur le Coran, mais il avait aussi lu énormément de livres de penseurs et musulmans contemporains, chose que les jeunes de son âge ne se permettaient pas. Donc, curieux, Ibn Rushd demande à voir ce garçon et il lui pose des questions très profondes et il voit sa prédisposition à la philosophie. Il a aussi été remarqué au point où il a très vite été secrétaire à Séville, il était secrétaire de la chancellerie, pour vous dire. Hein. Très jeune, il l'a fait. Et puis un jour, à l'âge de 25 ans, il a un accident et il tombe malade. Et il voit un peu la gravité de la maladie, l'approche d'une mort qu'il a presque frôlé. Et il décide de basculer complètement. Il avait déjà fait des voyages initiatiques, mais là, c'est vraiment là où il y a la rupture, où il décide de vouer tous ses actes, toutes ses actions, tout ce qu'il fera dans la vie sera pour Dieu. Complètement dans l'adoration de Dieu et dans la recherche de la profondeur même du mysticisme. Voilà. Et il s'inspire de tous les maîtres soufis de cette époque. Il va les rencontrer, il va aller à Fès, il va aller à Marrakech, il revient à Tlemcen, qui était aussi une plaque tournante au Maghreb. Il va donc aller plus loin donc dans la recherche, il va aller à la rencontre Cheikh Mediane, il rencontrera donc Chouaib Abi Mediane donc qui était donc au Maghreb, il le rencontre, il échange avec lui et il va se nourrir de tout ce terreau pour asseoir une philosophie qui fera de lui Cheikh al-Akbar. Ce qu'on dit de lui, c'est que Cheikh al-Akbar, c'est le plus grand maître. Ça se fera au fur et à mesure de l'évolution de sa quête. On dira sa quête parce que lui, il était dans la quête. Voyage, parce qu'il était aussi voyageur. C'était un voyage spirituel des plus profonds. On l'appellera aussi le fils d'Ibn Aflaton, le fils de Platon. Pourquoi? Parce que autant que l'a fait donc Ibn Rushd, mais en cherchant donc dans une voie scientifique, lui il l'a fait en essayant dans un but différent, en essayant de découvrir, de dénouer voilà, des choses métaphysiques aussi. Hein, il passe par le physique pour aller vers le métaphysique. Et c'est une autre démarche par rapport aux penseurs de son époque. Donc il devient ce métaphysicien, ce soufi, ce poète, ce juriste. Il avait... Voilà. Emporté par l'histoire. J'apprends beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on connaît Ibn Arabi, on sait que voilà, c'est le père du soufisme. Pourquoi? Parce qu'on a des artistes algériens qui se sont intéressés, entre autres, qui se sont inspirés. On citera par exemple Qureshi. Nouri Koufi, Qureshi, vraiment, il a basé toute son œuvre picturale autour de la pensée d'Ibn Arabi. Et voilà, c'est dire un petit peu qu'il continue d'influencer. Il faut dire que lorsqu'il y a eu cette vague d'intégrisme qui a un petit peu sévi dans le monde arabe pendant des années, on est revenu vers la pensée d'Ibn Arabi parce qu'il y avait ces
ces bases du vivre ensemble, ces bases de la tolérance d'autrui, parce que lui, il s'était complètement dénudé face à Dieu et il a sorti le concept, un concept qu'on appellera l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, donc il va vers Tawhid, comme on le dit en arabe, Tawhid. Il s'approfondit dans tous les versets, ils sont au nombre de 36, je pense, dans le Coran, à parler justement de Shahada, de La ilaha illallah, que seul Dieu, Un seul Dieu. voilà, un seul Dieu et voilà. Unique Dieu. Et unique Dieu. Et lui, il s'approfondit en disant que nous sommes, nous, humains, vous, des petites particules insignifiantes et qui ne seraient rien sans l'évocation de Dieu au quotidien dans chaque acte. Si on n'est rien, selon lui, si on n'évoque pas Dieu. Présence Oui, à constante. travers ça. La présence constante de Dieu. Voilà. Donc, il continue de voyager et il a une histoire d'amour. Allez, on va raconter quand même quelque chose de différent. Bah écoutez, Oui. ça va de soi, il s'est inspiré des femmes, après ça m'aurait... Oui, il Le finira- contraire m'aurait Oui, étonné. parce que son périple, en fait, en l'an 1200, il quitte l'Andalousie définitivement. Donc là, il faisait des voyages comme ça, initiatiques, de part et d'autre Une et tout. orientale, je pense. Mais en 1200, il va vers l'Orient, effectivement. Il fait donc un périple oriental. Oui, un périple oriental qui le mènera jusqu'à la Mecque, jusqu'au Chem, donc où il y avait justement de grands penseurs et théologiens. Donc à la Mecque, il y avait le maître spirituel de ce pôle islamique, donc prisé par tout le monde. Et ce maître spirituel avait pour fille Nedam, qui, elle, le séduira par Très son joli savoir. prénom, Nedam. Oui, Nedam, c'est très joli. Ouais, et d'ailleurs, ça a été très bien repris dans un feuilleton qui a été diffusé dans une chaîne arabe, et ça Vous avez s'appelait... pour titre? Oui, le titre Maqamat al-Ishq. Oui. L'ishq, pas dans le sens de l'ishq humain, L'adoration, mais de manière générale. ils avaient, elle-même le disait, je me suis retrouvée je me suis retrouvée en lui comme on se retrouve dans son miroir. C'est-à-dire qu'il avait le reflet d'elle-même C'est en l'amour fou. Ibn Arabi. Ah, Non, mais c'était pas seulement par rapport à l'amour de l'autre, c'était par rapport à l'amour du divin. Qu'il partageait cette passion pour Dieu et c'est ce qui les Non, puis unira. dire qu'il avait de l'expérience, il savait parler aux femmes. Je Oui, sais c'est pas. ça. En tout cas, il avait été nourri, je le disais, spirituellement par des femmes, essentiellement. Elle était Et oui. cérébrale. Oui, tout à fait. Et en tout cas, il dédiera un livre à Nedam, Turjuman al-Ashwaq. Donc c'est ce livre qu'il dédiera à sa dulcinée quelque part. Il aura... si vous aussi, je suis en train de dresser tout un décor, je suis en train d'imaginer l'histoire. Et vous aussi, chez vous, je suis en train j'ai imaginé même la rencontre, j'ai imaginé Moi Nedam. aussi, j'ai su monter plein de scénarios. Hein, c'est grâce à vous. Il y a eu plein de scénarios dans ma tête, mais en tout cas, il restera en Orient jusqu'à la fin de ses jours. Il va décéder à Damas, donc au XIIIe siècle, en 1240, après avoir laissé pas moins de 848 ouvrages, vous vous rendez compte? Rien que ça. Rien que cela, 800 ouvrages qui étaient distribués à travers les bibliothèques du monde et que les orientalistes s'étaient arrachés parce que s'inspirant de cette voie, les orientalistes ont aussi... Il a inspiré Dante aussi dans certaines de ses créations. C'est dire un petit peu qu'il a influencé aussi la pensée occidentale. Il était à mi-chemin. Il a uni un petit peu les penseurs occidentaux et orientaux. Voilà. Et c'est dire la force un petit peu de cette... Et son ouvrage majeur, c'était Illumination de la Mecque. C'est à l'issue du périple dont je vous parlais, Mounir, qui a eu toute cette réflexion, l'essence même de toutes ces pensées a été mis dans cet ouvrage. Donc c'était Al-Futuhat al-Makkiya en arabe, l'intitulé arabe. Et puis bon, on a vu une photo. On le verra aussi dans un autre film turc. On verra l'image C'était une adaptation. Oui, de sa vie. On raconte le parcours de sa vie dans Story of Wealth. Donc c'est une dramatique turque qui aussi a retracé de très belle manière le parcours d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, donc on a parlé un petit peu de l'essentiel. Ici, à l'image. Voilà, on le voit ici, c'est dans ce film en particulier, donc Story of Wealth, et donc qui raconte pour la traduction, toute la sagesse. Wealth Oui. Wealth of Wealth.
Voilà. Et puis, voilà, les ouvrages sont nombreux, on ne va pas les citer tous. Bien sûr, on peut toujours faire des recherches, mais ce qui est important, c'est de dire que c'était vraiment le pivot de la pensée métaphysique de l'islam. En tout cas, une chose est sûre, vous nous avez incité à faire des recherches. Oui. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. En tout cas, c'était le on a père- tendance à voilà. connaître des personnages, des noms, sans pour autant connaître leur, on va dire, leur histoire et leur parcours qui reste assez riche. Oui, c'est surtout voilà, qui a sa particularité, sa singularité. Lui, on a cité dès le départ, ce qui a fait sa particularité, c'est son intérêt pour le féminin. Et lorsque, voilà, lui, il est arrivé à se mettre à dos beaucoup de penseurs sunnites pour avoir mis en avant la femme. Et il dit, pour lui, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme dans la pensée, dans la réflexion, dans la recherche, dans la quête de Dieu, dans la quête de la science, et que voilà, il avait placé la femme au même piédestal que l'homme. C'était sa source d'inspiration, et plusieurs. Oui. On va dire, chacun dans son domaine, lorsqu'on s'intéresse à la femme, on réussit, et on citera le grand poète Moutanabbi, Cher al-Mar'a, et quand, c'est ça, je me trompe pas, Moutanabbi? Non, c'est pas le Moutanabbi. Non, c'est pas le Moutanabbi. Non, mais oui, là, c'est pour cela, c'est pas le Moutanabbi, comment il s'appelle déjà? Rumi Non, pas le Rumi. Non, c'est le Moutanabbi. Il y avait le Moutanabbi aussi. C'est un mot composé, il me semble. Bon, en tout cas, c'est pas grave, ça remonte tellement loin, hein, Mounir. Non, il y a Kadem Saher qui a repris ces textes, rappelez-moi. Ah, c'est Nizar Qabbani. Merci pour notre cadre. Je sais pas pourquoi je dis Moutanabbi. Oui, c'est plus récent, on en parle, c'est plus récent justement. Et chacun dans son domaine, quand on s'intéresse à la femme, là on réussit. Et la femme, une grande source d'inspiration, c'était Nizar Qabbani, c'est plus récent, c'est un reste, entre autres grands poètes syriens qui a signé magnifique texte et beaucoup d'ouvrages. On a une citation, je ne sais pas si elle est passée déjà, on va essayer peut-être de finir sur une petite citation Et ça donne. Voilà. Allez là. Ah bah voilà, alors vas-y. Alors, quand tu te couches, n'est dans ton cœur rien de mauvais à l'égard de qui ce soit, ni rancune, ni haine. Voilà, il faut vraiment purifier son cœur. À bon entendeur, bonne journée, voilà, bonne année, on termine l'émission, merci. Il faut purifier son cœur et voilà suivre... Ça sera, j'espère, la devise de chacun de nous. Pour commencer de bon augure l'année 2020. Merci, Radia Boulmali. En tout cas, vous avez une manière assez particulière de raconter. On a voyagé. On a voyagé, justement. Bon, j'ai résumé parce que c'est le voyage. Sinon, ça aurait été un bivouac. Parce qu'il était sur son cheval et qu'il allait d'escale en escale. Ouh là là. En tout cas, il y aurait eu de quoi raconter. Il y avait tout un champ magnétique qui nous a attirés vers vous. Parlant de champ magnétique, électromagnétique. Ce sont les rayons des gemmes de Ibn Arabi. Lui qui avait dit qu'il avait déjà dans ses... Je raconte celle-là encore, il avait jamais Alors, oui, non, il avait rencontré le prophète dans ses rêves et dans l'un de ses rêves, il avait fait une collecte de gemmes, de véritables, une vision. Et le gemme, c'est la sagesse dans l'islam. C'est-à-dire que chaque pierre précieuse correspond à une étape et une échelle dans la sagesse. On ne cesse de le rappeler, l'islam, déjà, ça vient de mot paix, islam, et je pense que c'est ça. Je pense que c'est une religion de tolérance, de paix et de zénitude, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, ça sera tout. On arrête. Voilà, c'est... Non, on aurait aimé avoir plus. Merci, Radia Boulmali. On va voyager justement un peu avec d'autres événements. En tout cas, elle est gâchée ma transition, mais quand même. Autour de vous, un champ magnétique, vous les avez dit. Ah oui, c'est vrai. Et parlant de champ magnétique, d'électromagnétique, elle est là, Nour Mqaddam, pour nous parler de cette pollution. Et on est en plein dedans avec, à l'aube des nouvelles technologies, des dernières, on va dire, technologies sans fil. Et tout un champ électromagnétique qui nous entoure, qui vit en nous, voilà. Et c'est toute une pollution. Rebonjour, Nour Mqaddam. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire s'agissant de ce sujet-là? Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, ça ira, c'est tranquille, ça y est, c'est la fin de l'année. C'est pour ne pas l'oublier, voilà. On va pas rompre le champ magnétique. Un jingle. C'est quoi, environnement? Oui. Environnement. Tac, ça y est, c'est fait. Merci beaucoup, merci pour l'attention. Alors avant de parler de pollution électromagnétique, c'est important de parler de rayonnement électromagnétique. Alors qu'est-ce qu'un rayonnement électromagnétique? C'est une forme de transport d'énergie sans matériel. Très bien. C'est dans l'air, on ne la voit pas. Alors ce sont des rayonnements qui sont très fréquents dans notre vie de tous les jours,
dans l'environnement, dans notre La vie environnement. voilà, quotidienne. Voilà, exactement. Donc on a la lumière qui est visible, la lumière qu'elle soit naturelle comme qui est la lumière Soleil, émise par le voilà. soleil, exactement la lumière du jour, ou qu'elle soit artificielle. C'est une lumière qui est les visible lampes, à l'œil nu, voilà, par l'œil humain. Il y a aussi celle qu'on ne voit pas, c'est la lumière, enfin, ce sont les rayonnements qui sont issus des ondes radio, des rayons X, donc tout ce qui est imagerie médicale, des rayons gamma, des babyphones, Alors, des plaques on explique pour le induction. commun des mortels, bon, les ondes radio, c'est radio vraiment. Oui. Imagerie, hein, pas radio. Oui. On ne sait jamais, ils vont éteindre les radios. On aura des problèmes avec nos confrères de la radio. Les ondes D'accord. radio, voilà. Alors, ce sont Mais les même imageries. là, je crois que c'est des ondes qui... C'est les ondes radio Ce sont aussi, des mais ondes Non, mais ça, radio. il me semble que ça ne va pas affecter l'auditeur. Moins, c'est Moins, moindre, voilà, mais c'est ça moins. reste un rayonnement électromagnétique. Voilà, et justement, on a une image pour expliquer un autre. Oui, on a toutes sortes d'appareils électriques sans fil qu'on a chez nous, donc qui émettent des Notamment. rayonnements, un champ magnétique, un champ électrique, qui va avoir des répercussions sur la santé de l'humain, sur notre environnement. Même la petite zapette qu'on a encore Oui, bien sûr. Elle est connectée au Wi-Fi, donc forcément il y a des ondes qui sont émises, qui sont réceptionnées, etc. Donc ce sont des ondes qui sont très fréquentes dans notre environnement. Et puis l'ensemble de ces appareils-là va avoir, comme on l'a vu sur l'image, des effets électriques, magnétiques, qui vont à leur tour avoir des effets néfastes sur la santé et sur l'environnement. Donc c'est vrai que l'usage des technologies sans fil a révolutionné le monde d'aujourd'hui. Et même le café, non? Oui, Non, je plaisante. c'est un petit dessin, c'est le Wi-Fi. Je Quand on va dans un plaisante, café, Et c'est ça. voilà, c'est une Le véritable public révolution est dans le tout à mode fait de vie. connecté. Voilà, bravo. Mais, D'accord, tout à bravo. fait. Mais ça suscite une certaine préoccupation, une certaine grosse inquiétude, que ce soit de la part des médias, des scientifiques, des chercheurs, des médecins essentiellement. Et donc, on a tous entendu cet impact-là que ça a sur notre santé. On va parler de ça, de ce que ça implique pour certaines personnes qui sont très sensibles, qui sont plus sensibles que d'autres. Justement, surtout ça, surtout le téléphone. Téléphone, tout à fait. Et on ne cesse de le rappeler, Alors- c'est devenu, j'ai envie de dire, une partie de notre corps. Et, Oui, malheureusement, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'on a une avancée technologique magnifique. Ça a changé nos vies, nos modes de vie. Et d'un autre côté, on a des appareils qui émettent des fréquences. Positivement et négativement, on a changé Exactement. nos vies. On est devenu dépendant, et c'est ça, je On pense. a des que ondes c'est- électromagnétiques qui sont très récurrentes et très puissantes. Et donc, c'est un peu un mal invisible et un mal qui devient aujourd'hui qui est un mal nécessaire. Oui, Voilà, donc ça a une répercussion Hélas. sur notre santé. Donc la pollution a des conséquences sur la faune, avant de parler justement de l'homme, on va parler de la faune et de l'environnement. Donc les premières touchées, alors bizarrement, ce sont les abeilles. Alors les abeilles qui habituellement fabriquent du lait. lait, voilà. Bien sûr. Juste pour vous réveiller un peu. voilà. Ouais, ça fait pas. C'est quel type d'abeille, ça? Non, je vais pas lâcher ça. C'est du lait d'abeille. Ouais, merci. Voilà, donc Que boivent les vaches? De l'eau. On m'a eu On va les tromper, pratiquement les 35 ans. La 36e année, je me dis, allez, ça y est, soyons fous. alors les abeilles qui produisent, je le dis, du miel évidemment. Mais pas que, puisque les abeilles ont un Ok. rôle qui est beaucoup plus important, qui va être la pollinisation. Alors la pollinisation qui va être qui permet aux plantes de se reproduire. Donc elles vont aller récupérer du pollen, le déposer autre part et ça va servir au je vois C'est un l'un des sourire. premiers facteurs justement de reproduction de la faune. Exactement. Il récupère le pollen de chez qui? De la vache. Excusez-moi. On respire, d'accord. Alors, Allons-y. c'est l'objectif de toute façon, c'est ne l'objectif de comptez tout pas être sur moi. vivant, c'est de pouvoir se reproduire. Je ne sais plus ce que je dis. Faut sauver le soldat Moulet. Alors, on récupère le pollen. Voilà. D'accord, Pour les plantes, il s'agit justement de produire des pépins, des noyaux, justement en tombant sur le sol. Tu dis. Oh, d'accord. Eh Oui. bien, ils vont germer. Tu m'as totalement perturbé, Mounir. Non, d'accord. Ils vont germer et justement donner naissance Oui. À des abeilles. à de nouvelles plantes. D'accord. À de nouvelles plantes. Et Préparez le reportage de notre c'est la phase collègue, de fécondation Brimo justement. Saïd. Alors c'est pourquoi les abeilles sont très importantes pour la nature et pour l'homme. Sans elles, eh bien, nous n'aurions pas autant Non. de variétés de fruits et de légumes. Donc on ni, doit ni cet environnement. aux abeilles. Donc justement, ces ondes électromagnétiques vont perturber le métabolisme et le comportement de ces abeilles-là. Et on va envoyer un reportage justement sur les fœcus. Justement, les fœcus. Et c'est Marie Moussaï qui s'est intéressée. Voilà, on lui souhaite un très bon congé. Avant de partir, bien évidemment, magie de la télé, elle est toujours à l'aide de service. Alors, Marie Moussaïd s'est intéressée aux
Fécus. Fécus, très bien. J'allais dire autre chose. Le fécus, on va pénétrer le monde magique de cet arbre avec Moussaïd. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plante d'intérieur la plus populaire et qui est le fécus. Il existe à peu près entre 900 et 1000 variétés de fécus. Elle fait partie de la famille des maracées et c'est une plante polymorphique. Ce qui fait l'originalité des fécus, c'est bien leur feuillage. Comme vous pouvez le voir, il y a des panachés, il y a des frisés, il y en a à grandes feuilles. Mais ce que je vous propose, c'est de regarder ce reportage et vous saurez tout sur les fécus. Décliné en plusieurs tailles et formes, le fécus est une plante d'intérieur très populaire, prenant tantôt des airs d'arbustes, tantôt de bonsaï. Il habite bien les pièces comme les petits intérieurs. C'est une plante relativement facile d'entretien, à condition de ne pas la brusquer et de respecter certaines règles. Un autre de ses avantages est que le fécus fait partie des plantes les plus dépolluantes. Il est originaire des pays tropicaux, notamment de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Les variétés de fécus les plus répandues pour la culture d'intérieur sont le fécus pleureur ou benjamina, le fécus elastica et le fécus lirata. Et il est souvent cultivé comme arbre d'alignement en milieu urbain. La croissance du fécus et obtenir une plante plus fournie, il ne faut pas hésiter à tailler certaines branches et il faut également enlever la poussière sur les feuilles à l'aide d'un petit linge humide. Voilà, j'espère que maintenant vous savez tout sur le fécus. Alors juste deux petits conseils, pensez toujours à mettre vos arbres ou vos plantes d'intérieur près des baies vitrées ou des portes-fenêtres car toutes les plantes ont besoin de beaucoup de luminosité. Quant à l'arrosage pendant l'été, une fois par semaine et pendant l'hiver, chaque 10 jours, cela suffira largement. Voilà, j'espère que cette rubrique vous a plu. Moi je vous dis merci et à la semaine prochaine. Ça, on aime. Mali Moussaïd, merci. Eh ben, merci. On arrose, on est en pleine période hivernale, c'est tous les 10 jours, d'accord? Et pour planter un bon fécus, il faut une terre bien fertile. Voilà, super, ça c'est fait. Et justement, cette plante a besoin plutôt d'une lumière du jour qui est naturelle, justement. Voilà. L'abeille pour varier Tu un ne peux peu. pas lâcher l'histoire des abeilles. Et Non, justement, c'est c'est très important, justement, oui. C'est grâce à ça que vous mangez d'autant de fruits et légumes. Hein. Voilà. C'est grâce Et aux justement, abeilles. si vous venez de nous rejoindre, merci à vous de vous brancher Canal Algérie. Nous sommes le dimanche 29 décembre 2019. Il est très exactement 9h38 et on est en compagnie de Radia Belmali. Vous venez de rater, on va dire, ce voyage magnifique dans le parcours de Ibn Mahidin Benoît Arabi et la Norm Qadem. On est en deuxième partie de ce sujet-là, un terme très intéressant à savoir la pollution électromagnétique. Dans un petit moment, on retrouvera un Nafa Mezari pour l'Algérie 2.0 et on va revenir sur cette 8e conférence. On parlait d'abeilles et on parlait de leur, on va dire, de leur délire. De leur délire, ouais. Les fleurs. Eh bien, il faut savoir que les abeilles se servent de cristaux magnétites. Donc, c'est une petite roche qui
qui est dans leur abdomen, qui va leur servir à se diriger dans l'espace. Très bien. Et les ondes électromagnétiques vont venir bousiller là. Bon, je vulgarise. Donc c'est leur GPS. Voilà, D'accord. c'est comme les moustaches des chats, c'est pareil. D'accord. Donc, Et ces ondes-là, on va dire, qui sont néfastes sur les abeilles, voilà. Exactement. Les scientifiques ont remarqué ce phénomène-là au bout de plusieurs années. Des recherches poussées et avancées qui disent que voilà, c'est à cause des ondes magnétiques que les abeilles, c'est pas qu'elles savent pas où elles vont, mais elles sont un peu déstabilisées. Et d'ici quelques années, on pourra dire qu'on n'aura plus de miel, c'est ça? Il y a moins de miel déjà. Déjà, oui, exactement. Moi, on avait installé avec mon père 4 ruches. Il n'y en a plus qu'une qui est fonctionnelle. Dans votre ranch? Dans mon ranch. Si on peut dire ça comme ça. J'aurais aimé en avoir un. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et justement, est-ce que vous avez eu votre premier miel déjà? Oui. Ah, avec la génial. combinaison et tout. C'est génial, c'est génial. C'est une expérience à avoir. Voilà, donc il faut savoir déjà aussi que les ondes électromagnétiques ont déjà leur phobique. Alors, déjà, leur phobique, ça veut dire, ça vient du mot phobie, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas ces ondes-là. C'est que moi, je me tiens, je vois vos 2 téléphones Mounir, il y a un téléphone caché, je l'ai vu tout à l'heure. On a fait 2 téléphones cachés. Alors voilà. Voilà, DS6. Moi, j'ai mis là-bas. Alors voilà. Alors justement, on a les tenues. Ces personnes, on appelle ça des gens électrosensibles, qui vont se munir de voiles. Qui est fabriqué à base de particules de cuivre et d'argent, qui va les protéger contre toutes les ondes qui sont émises par les téléphones. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas négligeable, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ces gens-là sont même en Algérie. Voilà. Il y en a Justement, même le réalisateur Karim Bougoura qui dit c'est comme les enfants de la Lune, c'est une tenue, on va dire, qui les protège. Enfin, c'est de la lumière d'une manière générale. Oui. Après, mais ça, c'est. Des ondes invisibles. Voilà, donc pour dormir, ils ont des draps, des sortes de draps de voile avec des particules d'argent. C'était pas très drôle. Hein. Il y a des gens qui en souffrent vraiment, donc ils ont des céphalées, des migraines. Il y en a qui ont la peau qui brûle. Carrément, voilà. Donc qui ont la peau qui brûle, des troubles du sommeil, de la concentration. On qualifie ces personnes-là d'électrosensibles. Voilà. Donc l'oreille qui chauffe quand on utilise ces appareils-là. Oui. On a déjà mal à la tête. C'est ça. Si vous avez remarqué, après donc, une longue discussion, des fois inutile, sur des discussions, après on se rend compte qu'il fallait pas. Fallait même pas décrocher. Tout simplement. Donc ces gens-là vont jusqu'à se cloîtrer chez eux. Pour ne pas sortir, se cloîtrer chez eux, même être à la recherche de zones blanches. Alors qu'est-ce qu'on appelle zone blanche? C'est une zone qui est totalement dépourvue d'ondes électromagnétiques. Est-ce que ça existe? Ça existe. Ça existe. Bon, déjà, dans certains pays étrangers, notamment des pays étrangers, européens plutôt, il y a certaines mairies qui, à la suite de plaintes de riverains, qui se plaignent d'ondes, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à manger, ils sont complètement perturbés, et qui vont déposer plainte. Et la mairie va prendre des mesures et atténuer justement tout ce qui est ondes, donc supprimer les wifi au niveau de certains cafés, certaines bibliothèques. C'est d'une manière comme une autre d'économiser l'énergie d'une manière générale. C'est ça, voilà. Moins de fonds, moins de... Voilà. C'est ça. Voilà, c'est pratique. Et puis donc justement, je parlais de zones blanches, il y a des gens qui quittent. Dans certains quartiers, il n'y a même pas d'installation d'antenne. Voilà, donc là, ça nous incite à revenir à l'âge sans Internet. Exactement. Justement, j'ai une petite chute, mais... vous la gardez pour après. Oui, justement. Et une recherche britannique. Allez-y. Ok, donc ces zones blanches-là, alors il y a des gens qui quittent leur travail, qui quittent leur foyer, qui quittent leur famille, pour vous dire à quel point ils souffrent. Pour eux, c'est un calvaire quotidien. Et ils vont tout quitter pour aller chercher. Il y a des appareils qui vont calculer justement le taux d'ondes, mesurer les ondes. Voilà, exactement, chercher le mot, les émissions de ces ondes-là. Et qui vont tout quitter pour aller à la recherche de... Il y a des gens qui vont dans des grottes, qui quittent tout, qui commencent à se mettre à chasser, à pêcher, juste pour se sentir mieux. Donc, je m'avoue... c'est quelque chose. Ça ne me parle pas du tout. Robinson Crusoe. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire en 2012. En 2012, il y a une Berlinoise qui a pris un train qui a fait Paris-Poitiers. Et déjà, elle a profité d'une escale pour s'arrêter et sortir du train. Parce que dans le train, maintenant, il y a le téléphone portable, il y a le Wi-Fi qui est développé. Donc, elle a quitté, elle a pris un convoiturage. Et en prenant le convoiturage, il y a des 3 gamins derrière qui étaient avec leur téléphone. Elle a vomi. Elle a pas supporté. Donc elle a fini le trajet à pied. Il dit qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui dorment avec leur smartphone branché aux prises et eux branchés à leur mais des fois, écouteurs. le smartphone est sous l'oreiller carrément. Et malheureusement, certaines marques de téléphone
Voilà, justement, c'est qui ont le DAS là. explosé. Merci. Ah, vous voulez Non, je fais pas citer de marque, merci. D'accord, oui, il y a On le DAS cite qui plus. explose. Voilà. Merci. Donc voilà, donc il faudrait prendre, il y a des précautions à avoir chez nous, hein, et c'est privilégier justement les kits mains libres que le téléphone à l'oreille, parce que là c'est directement On écoute les moins. ondes. Quand c'est une bonne bouteille, on écoute moins. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est, en fait, Et ce sont des cadeaux empoisonnés, voilà. On ce va qui est se magnifier. conseillé au Je suis moment- touchée. Elle est bien touchée. Oui, l'affaire. En fait, par rapport aux appels téléphoniques, c'est au moment où on émet ou on reçoit un appel où il y a le plus d'émissions de Tout à fait. d'ondes. Donc c'est le moment, c'est-à-dire où on est en train de composer le numéro, où il faudra éloigner le téléphone. Une fois que la communication Alors, on évite est les terminée. allos. D'ici là, on va éviter Exactement. Dès qu'on entend Allô, la oui. personne, Pour vous dire, C'est ça. quand on a justement, on est en contact avec quelqu'un, que ce soit de manière par SMS ou sur les réseaux sociaux ou par téléphone, et bien quand on a un réseau qui est très faible, une barre, deux barres, c'est déconseillé d'utiliser parce que là, le téléphone va faire un effort pour d'essayer de capter le plus capter de... pour émettre à son tour ces ondes, et C'est ça, notre c'est corps bien humain est d'apprendre. bombardé d'ondes et on ne le voit pas, mais c'est là dans 50 ans il y aura C'est des pareil pour voilà, la voiture, quand c'est à 2 barres à éviter. non, Je ça, te jure, avant c'est- réserve. C'est génial. Mounir Nous le fameux miséria, c'est ça. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, il y a des précautions à avoir, il y a des gestes à avoir au quotidien, ne serait-ce super. qu'utiliser le kit main libre au lieu de prendre le téléphone et de le coller à l'oreille, Et c'est ça. éviter quand on a quelque chose à réchauffer au micro-ondes, Arrêtez de vivre. privilégier. Arrêtez de vivre, tout simplement. Arrêtez de vivre, carrément. Non, mais pourquoi mais faut Là, je pas dire plaisante. ça. Justement, je me suis posé la question une fois, je me suis dit, avec toute. J'ai envie de dire, avec tous ces joujoux qui émettent des ondes, je me suis dit, on est exposé quotidiennement et on ne peut pas échapper à cela. Constamment, ouais. Il se trouve qu'un chercheur britannique, il avait trouvé une position bien précise pour que le corps se décharge de ces ondes négatives-là. D'accord. Et cette position, et il y avait une direction bien précise, et on parlait de la position de la prière, de sujoud, d'accord. Et il avait orienté, il avait un appareil pour mesurer les ondes qui se dégageaient du corps. Et il disait, c'est cette orientation bien précise. Il avait donné el-Qibla, c'est en direction de la Mecque. Et je pense qu'aujourd'hui, même si chacun de nous est sur l'aspect religieux, on doit entretenir certaines pratiques religieuses, à l'image de la prière. Et je pense qu'aujourd'hui, on sent une certaine, on va dire, zénitude une fois la prière faite. Et je me dis que c'est vrai, la position, le contact de la tête avec la terre. La terre, même Voilà. la position de la prosternation. C'est la prosternation. La Les prosternation. bras Des mains. touchent le sol, toutes les parties Voilà, du corps tout qui le touchent contact. Et la vont durée, être, vont il être me semble- absorbés par la gravité. Voilà, C'est il la me semble ça- gravité qui va absorber toutes ces énergies. Exactement. Il y a Et je pense certaines que roches qui absorbent les ondes, Voilà. les nouvelles ondes émises par le corps humain. ça y est, c'est Il y fait. a des On peut roches vivre avec qui- nos c'est smartphones. bon, Ça y est, On peut tranquille. avoir un transmetteur En tout sur cas, on la a fait tête. le tour. C'est très intéressant ce qu'on a appris avec Bon, vous. on peut en parler des heures et des heures, mais bon, Mais les choses, on va dire, faciles à faire, c'est d'acheter un kit main libre et D'avoir une éviter. utilisation éloigner. responsable. tout Tout à fait, simplement. exactement. Voilà, éteindre le téléphone. Le mettre en mode avion, même l'éloigner de Vous notre savez, lit. éteindre, c'est un peu trop. Le en mettre en cas mode avion, d'urgence. c'est déjà bien. Non, mais en cas d'urgence, le téléphone est fait pour, je pense C'est que. devenu des urgentistes. Si, vraiment, ils Exactement. appelleront Ça le y est. fixe, c'est tout. C'est ça. Ici, on n'a pas de fixe. Eh bien, ils viendront à la maison. Ah ouais, merci. D'accord. Excellent. À 4h du matin. Merci, Vous Nour. pouvez attendre. Nour, en tout cas, c'est super intéressant. Justement, et on ne peut pas échapper, lorsqu'on fréquente une conférence, on parle de tout ce qui est 2.0, on ne peut pas échapper à tout ce qui est appareillage et start-up qui s'intéressent à ce monde-là. J'allais dire Mezaguerre, autant pour moi. Vous les avez mariés. Mais, non. Je sais pas, là j'ai un problème. Non, elle est mariée, il est marié. Alors, Nafa Mezari s'intéresse aujourd'hui à la 8e édition de Algeria 2.0. Voilà, ça va, j'ai un bon accent. Très bien. Ouais, je m'en How sors. are you? Fine, thanks, and you? Alors justement, il y a eu des faits marquants de cette 8e édition et on est parti pour la 9e. Et qu'est-ce qu'il en est de cette édition qui, je rappelle, s'est tenue du 21 au 24 décembre au Palais de la Culture des Zakaria à Alger. Eh bien, Mounir, on va revenir sur cette 8e édition qui s'est déroulée justement au Palais de la Culture, différemment des autres éditions qui se sont déroulées au Cyberpark de Sidi Abdallah. Oui.
D'ailleurs, pour un problème d'accès, on va dire pour la plupart des jeunes qui viennent de tout le territoire national pour participer Déjà sur à cet Alger, événement. on a du mal à se retrouver. À Sidi Abdallah, au Cyberpark, c'est vrai que, étant donné qu'il y a beaucoup d'incubateurs, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à arriver jusque là-bas, donc le choix s'est fait sur le palais de la culture qui est beaucoup plus accessible, qui offre beaucoup plus, on va dire, se de situe mieux. logistique, exactement. Et comme cet événement a connu beaucoup a connu une grande envergure cette année, notamment avec la participation de plusieurs de personnes de tout le territoire, notamment des startups, y compris du Sud, donc, ce qui était vraiment quelque chose de formidable. On a l'image déjà. Exactement. Nous avons vu lors de ces conférences, on a connu 4 jours de conférences, plus une exposition qui a vu la participation d'une quarantaine d'exposants, dont la moitié étaient des startups. Des startups qui œuvraient dans le domaine du numérique et de nouvelles technologies. Tout le monde est venu en fait pour la même et simple occasion, c'est-à-dire être à la page de ce qui se fait notamment en Algérie en matière de numérique et de digital, mais surtout connaître les tendances et voir les perspectives de ces domaines-là, faire le point, c'est-à-dire sur certains chantiers qui ont commencé il y a quelques années, et faire le point sur ce qui va se passer les années prochaines. On a parlé beaucoup notamment de e-marketing. En fait, on a parlé de tout ce qui se passe dans le monde, mais avec un i au début, c'est-à-dire la forme électronique de ce qui se passe. Et on a parlé de e-réputation. Donc on a vu la participation de beaucoup d'influenceurs algériens. Justement, merci. On ouvrira une grande parenthèse. Voilà. J'allais vous poser la question, ce que c'est l'e-réputation. Et là, c'est un phénomène. Voilà, ça va parler à Radia Boumel. Je sais pas pourquoi, non, je plaisante. Justement, non. Et justement, c'est un phénomène. Voilà, je vous une petite parenthèse pour la refermer rapidement. Vous pouvez le dire. Hein. Alors, c'est un phénomène, les réputations. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs, influenceuses à Nord et qui n'ont rien à apporter de plus et de positif. Enfin, même pas de négatif. Qui porte débat. Et justement, il y a toute, on va dire, toute une application plutôt. C'est une sphère en fait qui se crée autour de ces personnes qui connaissent, qui ont une influence sur leur page à travers un contenu au départ qui peut être ludique, voire drôle. Peut-être même des personnes qui font rêver à travers exactement. Après, le métier d'influenceur, si on peut appeler ça comme ça. Oula, carrément, on parle de métier. Oui. On parle de métier dans certains pays, c'est pratiquement quelque chose qu'on utilise pour, par exemple, les campagnes de vote ou dont le gouvernement utilise pour faire passer certains messages. Oui. Puisque ces personnes génèrent des millions on va dire de followers, de personnes qui les suivent au quotidien. Jour. Exactement. Et le sponsoring aussi. Le sponsoring. On appelle ça du placement de produits. Donc on envoie un produit gratuitement à ces personnes pour qu'ils fassent une publication et on a 14 justement, millions pour de les personnes. réputations, est-ce qu'il y a une application précise pour les réseaux sociaux, Monet. Voilà. On reste sur les réseaux sociaux. Facebook. Moi, je pensais qu'il y a eu un start-up qui avait pensé à créer une petite. Pas vraiment, non. En fait, c'est des personnes qui passent par. En fait, tout dépendra du contenu. Si c'est du contenu consistant, on passe par YouTube, puisque c'est des vidéos qui dépassent, on va dire, les 3-4 minutes. Donc, c'est généralement des tutos, des façons d'apprendre aux gens comment je sais pas, par exemple, comment cuire quelque chose, ou comment s'habiller, comment se maquiller. Des personnes à travers. Comment se maquiller. Comment se maquiller, je pense que. Figurez-vous que la personne, c'est-à-dire l'influenceur de l'année, pour 2019, qui a généré le plus de gains, est un enfant de moins de 10 ans, en fait, à qui des marques de jouets envoient des jouets pour qu'il joue avec. Et pour qu'il puisse jouer avec, et c'est lui qui a généré le plus de gains sur Internet, pour dire que c'est un métier. Il a généré plus d'une... Bac plus 17. Voilà. Ce qu'on est en train de voir sur les images, c'était l'espace gamer, donc il y a eu un espace gamer. C'est la pollution électromagnétique, là. Ah, totalement, ils sont exposés au plus près, là. Qu'est-ce que tu nous racontes, Nafa, là? Alors... là, ça va être bientôt, tu vas commencer, bien sûr. Écoutez aussi le juge. Je suis contente. Alors,
objection. Accepté. Objection, ce n'était pas un jeu en ligne, donc c'était un espace gamer pour se détendre après quelques conférences et tout. Donc c'était un espace dans lequel on pouvait se retrouver. Il y avait beaucoup d'exposants justement de cette nouvelle technologie qui allait la télé-réalité, enfin la réalité virtuelle, dans laquelle on peut se projeter dans un environnement. Et il y avait beaucoup d'architectes en fait qui proposaient de faire une visite de sa prochaine maison, voilà, de sa future maison, avec une conception tout à fait futuristique. Donc c'est des Algériens qui font ça. Je veux dire, c'est tout à fait. Hein, on peut être exposé à ce genre d'onde. C'est bon. Très bien, merci. Alors, vous avez votre studio, c'est bon, merci. C'est agréable. Mais c'est bien, c'est très intéressant. Ils ont proposé ça, même des agences immobilières, pour faire des visites virtuelles. Ce n'est jamais C'est tout à fait normal, il faut aller sur place. Peut-être que la projection virtuelle va vous proposer quelque chose de merveilleux. Et dans le réel, ça va être tout à fait autre chose. On a parlé aussi, ce qu'on est en train de voir là, donc c'est des influenceurs justement qui sont en train de donner des conseils, comment générer des vues, comment générer, quel est le contenu tendance et tout. J'ai raté, franchement j'ai raté. J'aurais dû participer. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec le métier d'influenceur. Pas vraiment, on va pas exposer votre avis directement, mais... Mais en toute honnêteté, non, je suis pas censé donner mon avis, mais bon. Non, mais... Moi j'ai une petite anecdote, comme vous terminerez. Non, voilà, mais pour vous dire que ce métier, entre guillemets, génère beaucoup justement de... C'est un hobby, pas un métier, arrêtez. Puisqu'étant donné que ça génère beaucoup de fonds, et ça devient un outil de marketing. Mais ils disent tout à fait le contraire. Ils disent oui, ça rapporte absolument rien. Ça reste purement à la base. Justement, pourquoi ça donne sujet à débat. C'est-à-dire que dire qu'on est influenceur, si on n'influence pas ces millions de followers à faire quelque chose de bien dans leur vie ou à leur apporter quelque chose de on va dire, de bénéfique pour eux, pour leur entourage, pour l'environnement, ça reste quand même des influenceurs business et par conséquent ça pousse justement à consommer plus ou à consommer certains produits qui sont directement, on va dire... Mais du moment que c'est gratuit, ça n'affecte personne, c'est toléré. Ça affecte le comportement quotidien des consommateurs. Je suis pas du tout d'accord. Voilà. En parlant de changement de comportement, c'est vrai que moi j'ai eu une fois à voir une vidéo d'un événement qui était le lancement d'un produit, donc un produit de téléphonie en l'occurrence, et donc je voyais les invités, les convives vraiment, et j'ai dit oh. Et ils m'ont dit voilà, on a invité beaucoup de stars, j'ai dit oui, où sont les stars? Alors je cherchais, lui, elle, qu'est-ce qu'ils font? C'est des comédiens? Non, ce sont des influenceurs, tu les connais pas. Celle-là, c'est la youtubeuse qui nous a fait ça. Mais après Nadia, ils sont conseillés par des entreprises de communication pour... Après, même lui, celui qui est à l'initiative de cet événement, l'organisation de l'événement, il les connaît peut-être même pas. Et je pense qu'aujourd'hui, en Algérie, allez, je vais donner mon avis, c'est tout le monde qui se prétend influenceur. Or qu'à l'étranger, d'une manière générale, je ne suis pas en train de dénigrer, il existe, fort heureusement, en Algérie, des influenceurs. Des influenceurs de qualité. Qui valent la peine sur le plan, on va dire, sportif, artistique, même make-up. Après, je citerai à titre d'exemple Chérine Boutella, c'est Mademoiselle S, elle s'est faite connaître à travers les réseaux sociaux. Puis, la cuisine aussi. Oui, mais après, maintenant, c'est monsieur et madame tout le monde qui prétend être influenceur et qui se prend la tête, voilà, qui vient, qui vous dénigre, vous, en tant que journaliste, on se dit, avec Bac-12, merci. Voilà, ça c'est fait, je referme la parenthèse. L'indice qui tue, ce sont les vues. C'est justement, mais ces vues-là, on les achète. Et bien justement, ce qu'il a fait Instagram récemment, on l'avait cité, c'est qu'il a maintenant masqué dans certains pays, notamment les pays développés, il a masqué le nombre de vues et le nombre de j'aime sur les publications, comme ça, on ne pourra pas, c'est-à-dire se baser sur ce critère-là pour avoir... on va dire une réputation ou faire le buzz sur... C'est l'autodestruction de Instagram, je pense. En fait, c'est justement en étudiant le comportement des followers par rapport à ces influenceurs, notamment pour la consommation exagérée sur certains produits et le marketing, ce e-marketing qui prend sa place par rapport à d'autres façons, c'est-à-dire de placer ces produits. Et donc, par conséquent, ils ont opté pour cette option
au détriment justement de je trouve que c'est insensé. C'est un paradoxe. Voilà. C'est un paradoxe. Après, on permet d'acheter des gemmes et acheter des vues. Par la suite, on arrive, c'est-à-dire on va passer par d'autres façons, c'est-à-dire d'avoir plus de followers, c'est-à-dire quand vous l'avez cité, c'est-à-dire payer des compagnies pour qu'ils puissent vous inscrire de nouveaux followers sans pour autant générer du contenu qui serait intéressant. Je pense qu'on va revenir sur l'événement. Oui, elle était grande la parenthèse. Donc voilà, pour ce qui est d'autres sujets qui ont été traités notamment lors de ces conférences, et le sujet qui a, on va dire, amené beaucoup plus de participants, c'était le e-commerce qui est en vogue dans notre pays. Donc il y a eu pas mal de conférences sur ce plan-là, notamment comment créer son web marchand, quelles sont les facilités qu'offre notre pays, notre gouvernement, quels sont les incubateurs pour les jeunes startups qui veulent commencer dans ce domaine-là, et bien évidemment, quels sont les... Simple et beau le logo de cette 8e édition. Simple et beau, avec un logo de Wi-Fi, petit clin d'œil à moi. Merci, on t'est acquis. Voilà, même un logo qui est... On l'a aujourd'hui apparemment. Ça doit pas plaire aux abeilles, ça. Non. Qui pondent du lait. Voilà, merci. Donc voilà, on a vu la participation de pas mal de personnalités, on peut dire ça comme ça, notamment les grands responsables de web marchands, de logistique, comme l'entreprise étatique EMS qui propose ses services aux web marchands pour les livraisons justement aux domestiques à l'international. Et aussi nous avons vu l'ouverture de certains stands pour tout ce qui est recrutement, et donc on a vu l'affluence de beaucoup de jeunes diplômés, de jeunes qui sont en d'emploi. Exactement, qui proposaient des offres d'emploi dans le domaine du digital, qui attendent cet événement parce qu'ils savent que beaucoup d'étudiants il va y avoir un rush d'étudiants qui vont venir justement visiter les stands, et par conséquent, comme l'Agence nationale pour la promotion des technoparcs, à l'instar de d'autres entreprises qui ont proposé des offres d'emploi justement pendant ces jours-ci, et donc beaucoup de jeunes ont pu bénéficier d'offres d'emploi à travers ces événements. C'était le dernier événement de cette année, mais pour l'année 2020 justement, ils comptent avancer leur calendrier par rapport à l'organisation de cet événement, notamment avant le mois du Ramadan, en parallèle avec d'autres événements qui se proposent aussi dans le digital et dans le numérique. Voilà. Merci Nafa. Je vous en prie. En tout cas, il était court et concis, il nous a donné. Alors, quelles étaient les recommandations à part changer? Les recommandations, en fait, on va revenir sur tout ce qui s'est dit. On est en train que d'actualiser. En fait, on va pas dire qu'on n'est pas en train d'avancer, étant donné que sur le plan technologique, on a plus de startups qui ont été créées entre 2018 et 2019 on est en pleine phase de vulgarisation. Exactement. Donc vraiment, et ce qu'on est en train de faire, c'est d'étendre ça sur tout le territoire national, parce qu'en fait, il n'y a pas que la capitale. Il y a maintenant des incubateurs au niveau de la wilaya de Bourj Bouariri, sur la wilaya d'Oran aussi, et donc même au sud. Et à travers justement cet élargissement, on va dire, de champ d'action, la communauté s'agrandit, et par conséquent, ce qui a été vraiment notable durant cet événement, c'est que le mouvement est en pleine marche. Le mouvement, on va dire, de développement des jeunes entreprises dans le domaine du 2.0 est en marche en Algérie. Exactement. Merci Nafa Mezari. Voilà, pour cette première partie. Alors, le voyage était intéressant avec Mahidine Ben Arabi, le grand philosophe. Et ça va aller avec les influenceuses? Oui. Alors, le cours gratuit après la matinale, juste après, il n'y a pas de souci. Je vais faire un petit cours pour Radia. Que ça. À éviter. Avec Nolo Khaddam, on a parlé de pollution, voilà, qui font du lait. Produits laitiers. Voilà, avec beaucoup de camembert, Et avec Nafa, je le rappelle, c'était la conférence Algéria 2.0. C'est votre dernier passage de l'année 2019 et je voudrais vous donner on va dire, le temps de souhaiter une très bonne année d'abord à nos téléspectateurs et aux personnes que vous aimez. On commence avec vous, les femmes. Les femmes d'abord? Non, on va faire pareil qu'au début. On va aller on va aller comme au début. Oh bien, je souhaite que l'année prochaine, j'espère qu'elle ramènera prospérité, sérénité et pérennité beaucoup plus à notre émission déjà. Voilà. On puisse se retrouver, parler de sujets intéressants, exactement. Santé, réussite pour tout le monde, et j'espère
chacun de nous aura, on va dire, la visibilité pour faire les bons choix et impacter positivement sa vie ainsi que celle des autres. Résolution de Nafa? J'ai vu celle de... non, mais sérieusement, la résolution, ça sera la citation qu'on a vue, justement, voilà, dormir chaque jour zen et sans rancœur. Ça va être difficile, franchement, avec le nombre de personnes qu'on croise. On aura l'occasion de le faire. À bon entendeur. Non, vous savez, je pense que certaines personnes ont ce mal en eux. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent déjà la paix avec eux-mêmes. Je pense qu'il faudrait vivre sa vie, voilà. Et quand tu te couches, n'aie dans ton cœur rien de mauvais à l'égard de qui que ce soit, ni rancune, ni haine, voilà. Et je pense les qalbou mlih jamais يمشي للخلاف. Radia. À chacun, voilà, je souhaite à chacun vraiment de vivre une année pleine de sérénité, de paix, d'amour, donc, et surtout une bonne santé à tout le monde. Surtout. J'ai une petite pensée pour tous ceux qui souffrent aussi dans les pays justement en guerre ou qui souffrent de conflits vraiment à l'instar de la Palestine. Oui. Voilà, donc nos frères palestiniens, j'espère qu'ils connaîtront un jour la paix ou alors un peu d'accalmie en cet an 2020. Et vraiment, j'embrasse tous ceux que je connais, vraiment où qu'ils soient, à travers la planète. Voilà. Je vous souhaite une bonne et heureuse à qui vous avez année. prêté la documentation? Prêter la documentation. Emprunter? Emprunter? Non. Ça c'est ma moitié à qui j'ai c'est ma moitié à qui j'ai pris l'ordinateur. C'est une documentation et une documentation. Restituer, voilà. Tout à fait, voilà. Bien sûr, beaucoup de bonnes choses pour les miens, effectivement, lui, ma mère, mes frères et sœurs, ma famille, et puis tout le monde, bien sûr. Merci à Alors moi, tous mes vœux vont à l'Algérie. Donc je souhaite à tout le monde prospérité, réussite, bonheur et surtout la santé. Sans la santé, on peut rien faire. Et sans les abeilles, pareil. Voilà, c'est ça, la santé des abeilles. Et puis à tous les Algériens, consommez durablement, changez vos modes de consommation. Voilà, futur ministre de l'Environnement, avec la formation du nouveau gouvernement. À bon entendeur. Merci à vous, Radia Belmali. J'ai 26 ans, donc oui, j'ai 36, ça va. Ça va, elle va y arriver. On a déjà une ministre journaliste, alors hein. On aura une ancienne collègue sur le dos, mais bon. Merci Nano Qaddam, encore une fois bonne année. Merci Nafa Mezari, à la prochaine. L'année prochaine, Inch'Allah. D'accord? On fait comme ça. Alors je sais pas, merci, bonne année encore une fois à vous tous, vous fidèles de la matinale d'Algérie. Alors, marionnettistes. Alors, est-ce que c'est un monde magique de ces marionnettistes et ça fait vraiment, on va dire, ça joue dans l'imaginaire des enfants. Ça fait rêver. Et justement, une journaliste aussi qui reste dans son monde très artistique. Il s'agit là de Lamia Boudbouda qui s'intéresse au monde marionnettiste et qui nous dresse le portrait d'un marionnettiste. Restez avec nous, la matinale continue. À tout de suite. فنقول لها مالتو كي نقول لها ما تقولي لهاش بصح وعلاه لازم تعرف هكداك تما دوكا تشري لك طوموبيل وانت ما خدمتش معليش لا ماشي معليش دوك انا نروح نقول لها يا يما حتقول لها وانا تطلبني ماما بالسبتة. Ce n'est pas l'extrait d'un spectacle pour enfants, mais nous sommes juste dans l'intimité de la petite famille de Khadija Karazan Ben Radouane. Une jeune maman qui partage son amour et sa passion de la marionnette avec ses enfants. Elle qui a fabriqué ses propres poupées étant enfant. J'ai toujours aimé les marionnettes, j'ai toujours aimé les poupées, mais vu que il n'y avait pas la possibilité d'avoir beaucoup de poupées, du coup, on a le manque. Alors on confectionnait les poupées c'est des poupées en chiffon, en carton, ça dépend, les moyens qu'on a à la maison. Alors du coup, toujours balai, un jour, je vais faire des marionnettes ou là, je vais faire des poupées, et surtout pour mes enfants.
j'avais de l'aide, c'était mon mari qui m'aidait ou bien mon beau-père. Il y avait des trucs qui c'était pas facile de les régler toute seule, franchement. Alors du coup, après plusieurs essais, plusieurs échecs, j'ai pu avoir mes marionnettes comme ils sont maintenant. Au départ, elle confectionnait des trousseaux pour nouveau-nés. En exposant quelques modèles, elle a découvert l'engouement des visiteurs pour ces marionnettes qui, il faut le dire, sont très originales, fabriquées en bois et habillées souvent de tenues traditionnelles qu'elle-même confectionne. Comme dans notre pays, il y a beaucoup de bois jeté, donc je me suis dit, voilà, je vais faire de la récupération du bois, c'est dû être récupéré. J'ai acheté des petits trucs, des petites machines et je commençais à les faire. Au début, il y avait quelqu'un qui m'aidait, mais après, je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas faire tout toute seule. J'ai acheté des petites machines, j'ai commencé à faire la tête, le nez, etc. Alors, je fais tarz tahom, même le fsala, le tout, même harmet le ftoul. Zaman, c'était à mon époque, les 3 mois les vacances de l'hiver, c'était interdit de faire sans rien faire. Alors, à chaque fois à Centre, il y avait des جمعيات, كنت نتعلم. Chaque été, je نتعلم خطرة فتول, خطرة شبيكة, خطرة خياطة, خطرة هذيك. Et اللي عاوني كان le plus, c'était ma belle-mère. J'ai في دارنا صحاب صنعاء, وكي جيت لعند ma belle-mère كان لقيتها une couturière. Donc, j'ai تعلمت عليها, زدت رفت. Mon beau-père, c'est un bricoleur. En hiver, Khadija transforme sa cuisine en véritable atelier, entourée de ses enfants. Sadek fabrique les cheveux, Hajar dessine la tête et Sarah s'amuse en les imitant. Et souvent, le castelet est vite installé pour un spectacle improvisé. Tu te sens que tu es dans l'histoire et tu peux imaginer des histoires et n'importe quelle histoire tu peux le faire et c'est magnifique. أنا نحبهم بزاف ونتخيل بلي كي نكبر نولي ندير تياتر ونولي نخدم فيهم كيما راهي تخدم فيهم ماما. Khadija invente, crée et donne vie à ses personnages. Elle a réalisé quelques spectacles et espère persévérer dans ce sens, souhaitant lui bon vent. Bon vent pour Khadija, magnifique, ils sont chanceux, Sadek, Hajar et Sarah, d'avoir la salle de spectacle à la maison et qui est le mentor de cette, c'est ni moins ni plus que leur chère maman. C'était là le portrait de cette marionnettiste Khadija, en l'occurrence signé Lamia Bouda me rejoint. Et oui, c'est à nous, mais c'est à nous, à la matinale. Mounia Witis, bonjour Mounia. Bonjour Mounia, comment ça va? Un réel plaisir de te retrouver en tout cas. Pour moi aussi. Voilà, justement, et je disais en début de cette matinale de ce dimanche 29 décembre que la poussée dentaire fait mal aux parents. Oui, fait mal aux parents. Lorsque le bébé commence, l'enfant d'une manière générale commence à pleurer et Dieu se dit que ça fait mal. Exactement. Et ça engendre beaucoup de, on va dire, de choses, notamment la diarrhée, la fièvre. Et, oui, il y a beaucoup de symptômes. Rien que ça, beaucoup de symptômes. Et en s'intéressant, vous l'aurez compris, à la poussée dentaire dans tous ses états avec Mounia Witis. Exactement, la poussée dentaire. Oui, ça va, super. J'adore ton pull. Merci. Belle couleur. Ça brille. Ça brille. Ça brille, c'est notre technicien de son nom. Ah. Ça brille. Ah oui. Ouais, c'était la vanne, mais bon. Alors, Mounia. Donc, je disais donc que la poussée dentaire, c'est vrai que ça fait mal aux parents parce que ça nous fait mal de voir nos enfants souffrir et ça leur fait très mal aussi, eux. Il y a des symptômes qui nous font mal aussi, le fait que bébé ne dorme plus, qu'il perde aussi de l'appétit. Bon, les symptômes sont en général les mêmes, c'est perte d'appétit, le sommeil qui est vraiment perturbé, vous avez votre enfant qui peut-être va dormir au début mais qui va se réveiller en pleurant, en criant.
Il va saliver beaucoup aussi, donc une salivation excessive. Il va se mettre à mordiller un peu tout, un peu vous prendre les mains, tout ce qu'il peut prendre pour mordiller, pour soulager sa D'ailleurs, gencive. il y a des joujoux pour. Justement, on reviendra après pour les joujoux justement qui vont aider à soulager justement cette douleur et cette démangeaison aussi chez le bébé. Et donc la salivation excessive, qu'est-ce qu'elle va engendrer? C'est des petites irritations que vous allez remarquer sur le menton et tout autour de la bouche, justement. Voilà. Donc, partie inférieure, supérieure des lèvres. Exactement. Donc cette irritation est due à la salivation excessive. Oui. Donc pour ça, vous allez mettre parce que c'est humide, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc vous mettez juste un peu de vaseline pour essayer d'adoucir tout ça, et puis ça ira avec le temps. Donc vous avez aussi les gencives qui sont gonflées. Donc si vous ouvrez la bouche de votre bébé, vous allez voir que la gencive intérieure est un peu gonflée. Et aussi... Surtout pour les parents, on manque d'expérience, parce qu'on a tendance à parler de ces symptômes-là, on va dire, avec beaucoup de facilitation, quand ça salive, quand ça fait ceci. Mais après, quand une maman avec son premier enfant et qui n'a pas, on va dire, n'a pas la chance d'avoir une belle-mère quelque part, ou la maman, tout simplement. Et je pense que ce sont les symptômes qui ne trompent pas. Alors, c'est vers quel âge? Alors, en général, on dit vers l'âge de 6 mois. Mais il y a des enfants qui sont un peu plus précoces, et ça commence aussi vers 4 mois aussi, quand ça commence à se former. Donc vers 4 mois, 5 mois, 6 mois, si vous avez ces symptômes-là, donc une salivation excessive, des mordiments, les joues rouges. Une fièvre aussi. Une légère fièvre. Donc, pour la fièvre, c'est une légère fièvre, mais qui ne dure pas dans le temps. Si ça dure plus longtemps, il faut à ce moment-là consulter. Donc vous avez les joues rouges, vous avez l'érythème fessier, vous avez un peu de diarrhée, quand la diarrhée continue aussi. Quand vous dites l'érythème fessier, voilà. Tout simplement. Voilà. Les fesses rouges. Voilà, tout simplement, les fesses rouges, voilà, une irritation. Une irritation, exactement. C'est un autre symptôme. C'est un autre symptôme. D'accord. Mais quand ça persiste... On voit le petit joujou là. Voilà, les petits joujoux rouges. Voilà, ça fait mal au cœur de voir ça. Parce qu'on sait que notre enfant est en train de Surtout avec tes jumelles qu'on embrasse très fort. Rappelle-moi les prénoms. Doublement. Katia et Dalia. Katia et Dalia, qu'on embrasse très fort, même si c'est pour les archives. Salut. Donc vous avez la gencive qui est gonflée, et puis vous avez aussi un symptôme qui peut vous inquiéter, mais qui ne faudra pas s'inquiéter plus que ça. On appelle ça la bulle bleue. C'est une sorte de kyste d'éruption. Donc vous avez à la place de la dent, vous avez comme une bulle bleue, donc c'est un hématome qui apparaît à peu près 3 à 2 semaines avant l'éruption de la dent. Donc ça peut arriver. C'est pas inquiétant. Il ne faut pas s'inquiéter. Si ça dure plus dans le temps, à ce moment-là, il faut consulter, mais il faut attendre. C'est souvent, ça donne pas. Ça annonce l'arrivée de la dent. Voilà, exactement. Ça annonce tout simplement l'arrivée d'une dent. Donc il ne faut pas forcément s'inquiéter. Donc après les symptômes. Ça fait mal quand ils viennent, quand elles viennent, et ça fait trop mal quand elles partent. Et quand elles partent aussi. Ah là là. Chez le dentiste. Oui, chez le dentiste surtout. Et puis l'âge de l'éruption, l'éruption des dents, justement. À quel âge commencent les dents à sortir? Donc, à 4 mois pour certains bébés précoces, mais c'est en général entre 6 et 12 mois qu'on voit apparaître les premières incisives du bas et du haut. Donc, ce qu'on appelle la pince coupante. C'est ça, on voit l'avancement plutôt, les étapes différentes. Voilà, sur le schéma. De 6 à 12, on voit 3 dents. Voilà, de 6 à 12, c'est 4 dents, donc c'est les incisives du haut. Et voilà. De 9 à 16 mois, c'est les incisives latérales, donc sur les deux côtés. Voilà. Ça commence toujours par le bas et ensuite le haut. Voilà. Et ensuite, de 13 à 19 mois, c'est les premières prémolaires. Avant les canines, c'est les premières prémolaires. Qui sortent. Ensuite, c'est les canines vers 17-23 mois. Et enfin, les deuxièmes... Les dents de la viande. Les dents de la mastication, tout ça. Les dents de la viande, c'est plus les incisives. Non mais bon, dès qu'il y a c'est normal. Et le reste pour bien mâcher. Alors, comment soulager justement cette douleur, comment soulager bébé? Donc la première chose, c'est cajoler et faire des câlins à bébé. Quand on est malade, nous en tant qu'adultes, quand on est malade, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être cajolé, on a besoin de personnes autour de nous pour nous rassurer, c'est tout à fait normal. Donc on fait la même chose avec notre bébé, on le rassure, on lui parle. Ça, c'est la première des choses à faire toujours, rassurer bébé. Et puis vous avez aussi les anneaux dentaires, tout simplement. Un anneau de dentition, de dentaire, tout simplement, c'est des anneaux soit en silicone, tout simple, en caoutchouc, en silicone, que vous lui donnez à mâchouiller. Voilà, qu'on voit à l'image. Justement. Et il y a certains anneaux qui ont un liquide à l'intérieur. Donc ces anneaux-là vont au congélateur
donc pour qu'il refroidisse, qu'il se congèle, et puis vous donnez ça à mâchouiller à votre enfant. Il n'y a pas de risque de maladie, je vous préviens tout de suite, parce que moi, les premiers temps, quand je donnais ça aux filles, justement, on me disait non, elles vont avoir le galajum. Voilà. Elles vont avoir les amygdales, une inflammation des amygdales. Voilà, une rhinopharyngite ou une voilà, pharyngite, tout simplement. exactement, mais c'est pas le cas, ça refroidit juste la gencive, donc ça l'anesthésie. Très bien. Donc ça anesthésie la gencive, c'est le froid qui anesthésie la gencive et qui fait que... Et est-ce que l'enfant tolère ce froid-là? Justement, ils adorent ça, ils n'arrêtent pas de mâchouiller. D'accord. Et ça les soulage justement, parce que ça les soulage, donc ils n'arrêtent pas de mâchouiller ça. Donc c'est une bonne astuce à mon avis à voir. Très bonne même. Voilà. Tout Moi aussi, j'avais pas cette information. Voilà. Je pensais qu'ils allaient être, on va dire, intolérants au froid. Non, ça va, c'est juste des anneaux, ça va refroidir juste la gencive. Il y a le remède de grand-mère avec le doigt, enfin, il faut bien laver vos doigts. Il faut bien se laver les mains. Et voilà. Et prendre soit avec le doigt, soit avec une compresse. Voilà, le doigt tout court et essayer exactement. Exactement, essayer de frotter la gencive. Alors, je déconseille un truc, le sucre. Le sucre, c'est très mauvais, donc ça favorise l'apparition des caries et tout ça, parce qu'en général, on dit... La formation là-dedans est en pleine formation, elle s'apprête à sortir. Et puis les dents, je ne sais pas si vous le savez, mais les dents les bourgeons de dents de lait commencent à se forger alors que in utero, pardon, je cherchais le mot, in utero, donc à partir du 4e mois de grossesse à peu près, les dents de lait qui vont sortir à 6 mois commencent à se former. Donc la formation des dents se fait déjà quand la maman est enceinte, tout simplement. Tout simplement. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Un excès de fluor, par exemple, peut donner des taches blanches sur la dentition de votre bébé. D'accord. Des médicaments, certains traitements aussi peuvent donner aussi des taches blanches sur les dents de bébé. S'il y a une apparition de taches blanches, il ne faut pas s'inquiéter. Premièrement, il ne faut pas oublier que c'est des dents de lait. Des dents de lait. Déjà. Voilà, c'est des dents temporaires qui vont finir par tomber. Donc, il ne faut pas s'inquiéter en cas de taches blanches, tout simplement. Déjà, ma fille a la dent, on va dire, cassée, la première. Et là, elle est en âge de comprendre. Elle a dit pourquoi j'ai une dent cassée. Après, je lui ai dit que c'est ta faute. Elle n'a pas cessé de sauter du lit. Après, elle est tombée, elle est cassée. La chute fatale. Mais après, les dents de lait, je pense qu'il faut apprendre déjà en âge. Déjà, là, je passe peut-être à un autre sujet. C'est apprendre aux enfants à l'âge de 3 ans à se laver les dents. Alors, oui, justement, la toilette, justement, le lavage des dents commence très tôt. Il faut commencer à nettoyer la bouche de bébé avant l'apparition des dents, déjà avec une compresse et avec l'hygiène bucco-dentaire est très importante. L'hygiène bucco-dentaire, simplement de l'eau, pas de dentifrice, excès de fluor, taches blanches, faut faire attention à ce genre de choses. Donc, avec de l'eau uniquement. Juste avec de l'eau, nettoyer la bouche de bébé avant déjà l'apparition des dents. Une fois que les premières dents apparaissent, on a des toutes petites brosses à dents qu'on met sur le doigt et puis avec lesquelles on peut brosser les petites dents de bébé. Donc dès que les premières quenottes sortent, commencez à les nettoyer pour enlever l'excès de lait, enfin tout ce qui reste. Voilà, c'est exactement ça. Une sorte de brosse à dents. Une brosse justement faite pour bébé. C'est une brosse à dents. Voilà. C'est une brosse à dents. Tout simplement, c'est fait j'ai oublié la matière. Silicone. En silicone, voilà. Merci Clément, oui, c'était ça, voilà, silicone. C'est exactement ça. C'est en silicone, donc ça n'arrêtera pas bébé et ça peut aussi l'aider quand l'apparition des dents justement se fait. Ça peut soulager aussi les douleurs et les démangeaisons justement. Vous pouvez frotter aussi avec. Donc vous nettoyez avec la petite brosse à dents. Donc je reviens aussi sur comment soulager les dents de bébé. Donc on a dit qu'on avait les anneaux. On frotte la gencive avec une compresse ou juste avec le doigt, on évite le sucre. Tout en signalant qu'on insiste sur on va dire l'hygiène des mains. On se lave très bien. Et on ne se lave pas les mains avec de l'eau de javel parce que c'est aussi... C'est dangereux pour la santé, faut le savoir. Oui, et ça va hériter par la suite. Exactement. Même si l'adulte tolère, mais après... Voilà, sur toute la voie ORL, ça hérite beaucoup. Donc ça va engendrer d'autres, on va dire, d'autres soucis. D'autres soucis, on évite de laver les biberons avec de l'eau de javel et ce genre de choses. Mieux vaut laver avec du vinaigre. C'est beaucoup mieux, tout simplement. Donc bien se laver les mains pendant 3 minutes, bien se laver les mains, les ongles aussi, frotter avec une petite brosse avant bien sûr de mettre la main dans la bouche de bébé. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les colliers d'ambre. En ce moment c'est la grande mode, je vois ça sur tous les réseaux sociaux, colliers d'ambre et tout ça. Donc les colliers d'ambre, personnellement je ne suis pas convaincue. Alors c'est les colliers de l'ambar, ce qu'on appelle l'ambar. Exactement, c'est une résine. Donc
Personnellement, je ne Amber. suis pas vraiment convaincue, mais même si vous achetez... C'est-à-dire, alors, parlons d'utilisation. Alors, on le met, c'est un collier qu'on met autour du cou de bébé, tout simplement. Ou ça se vend aussi en bracelet, mais il y a des risques, il y a des dangers. Donc, il faut acheter un collier où il y a des petits nœuds Ça entre va chaque... atténuer les... C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Personnellement, je n'ai pas essayé. Parce que je vais n'étais pas à la l'essayer. base pas convaincue. Voilà, Donc, déjà. Du coup, j'ai pas essayé, j'ai plutôt On préféré, recommande pas, mais bon, après... Voilà, c'est assez dangereux parce que le collier d'ambre, il faut savoir un truc. Il y a des règles à respecter. Donc, il faudrait qu'entre chaque perle d'ambre, il y ait un nœud. Comme ça, si le collier se rompt, vous ne perdrez qu'une bille, tout simplement, qu'une perle, et vous ne perdrez pas toutes les autres. Déjà que ça risque, bébé risque de l'avaler, bébé risque de s'étouffer avec. Malheureusement, voilà, exactement. Et aussi, il faut savoir qu'il faut que le collier puisse s'ouvrir avec une force d'à peu près 2,5 kg. Avec la force, donc si bébé tire dessus, il faudrait que le fermoir En tout cas, le risque zéro avec ce collier n'existe pas. Il n'existe pas, donc il faut mieux éviter. Il est préférable d'utiliser. Et il y a des gels, je pense que vous avez pensé. Les gels anesthésiants, justement. Voilà. Dans ce cas-là, il faut consulter à mon avis, parce que les gels anesthésiants vont anesthésier peut-être la gencive, mais vont anesthésier tout ce qu'il y a dans la bouche. Donc la langue, à l'intérieur aussi. Donc bébé va avoir du mal à avaler sa salive, à peut-être avaler tout court, donc il pourra avaler de travers. Dans ce cas-là aussi, il faudra consulter un médecin sur les gels anesthésiants. D'accord, qu'on trouve dans les pharmacies. Qu'on trouve dans toutes les pharmacies, justement. Il y a des gels anesthésiants qu'on trouve justement chez toutes les pharmacies. Il y a aussi de l'homéopathie, une sorte de goutte qu'on donne à bébé. Personnellement, j'ai essayé et ça a marché. Je ne sais pas si c'est... mais ça a bien marché. Ça a atténué, on va dire, la rage et la crise de cette poussée dentaire. Exactement. Dans ces traitements-là, il faut les donner. C'est comme un traitement qu'il faut donner 3 fois par jour à peu près. Donc 6 heures d'intervalle. Donc 3 fois par jour pendant 3 jours minimum. Donc la poussée dentaire dure à peu près, la percée dure à peu près 1 semaine. Donc il faut soulager pendant toute cette semaine, tout simplement, la poussée dentaire. Ensuite, donc après la poussée dentaire et tout ça, nous avons aussi quelques anomalies. Enfin, quelques anomalies, je ne dirais pas une anomalie, quelques mots. Voilà. Il y a aussi les bébés qui naissent avec une dent. On appelle ça la dent prénatale ou la dent néonatale. Ça me rappelle les Razmoquettes. Oui, exactement. Les Razmoquettes, c'est un dessin animé avec les grumeaux. Voilà, les grumeaux. En l'occurrence, en faisant allusion aux jumeaux. Voilà, et il y avait les bébés avec une seule dent. Voilà, donc il y a des bébés qui naissent avec une dent. Il faut savoir que c'est assez rare. C'est un bébé sur 2000, voire 3000 qui naît avec une dent déjà. Il faut savoir que cette dent est un peu, on va dire, un peu dangereuse parce qu'elle n'est pas enracinée comme il faut et elle risque de tomber. Comme elle risque de tomber, donc bébé peut l'avaler. Elle risque de tomber à n'importe quel moment et bébé peut l'avaler et l'avaler de travers aussi. Donc il est préférable. On dit qu'il est préférable de la retirer. Non. Voilà, non. Il est préférable de la retirer. Vous consultez tout simplement votre médecin. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et comme il existe, il y a des personnes âgées au-delà des 100 ans, bon, oui. On va avoir de nouvelles dents. Voilà. Ah bon, ça je ne le savais pas. C'est ça. Bon. Chez certaines personnes, dans certains cas, après les 100 ans, quand on perd les dents, il y a une poussée dentaire. Il y a une autre poussée dentaire. Voilà. Ah bah c'est intéressant ça, c'est bon à savoir. Voilà, et c'est bizarre. Oui. Tout comme l'enfant qui naît avec une dent. Justement, et il y a aussi d'autres anomalies, si on veut dire, oui, si on peut dire. Donc vous avez le tartre. Les bébés, les dents noircies par le tartre. On appelle ça en anglais black stain. C'est le tartre juvénile. Donc vous avez une sorte de tartre tout autour des dents de bébé. Donc c'est pas le sucre. On voit l'image là. Exactement. Donc c'est pas le sucre qui induit ça. Ce n'est pas. Je pense que c'est par rapport aux carences en calcium. Non, ce n'est pas non plus les carences. C'est une bactérie. Alors, je vais vous donner le nom de la bactérie parce que je l'ai écrit. C'est un peu long. Alors c'est bactéroïde mélaninogénie. Enfin, c'est une bactérie. Voilà, donc c'est une bactérie qui existe dans la bouche de bébé. Il ne faut pas s'inquiéter parce que la bactérie finit par disparaître à la puberté sous l'effet des hormones. Donc la salive, donc la bactérie qui est dans la salive change. Donc du coup, la bactérie disparaît avec la puberté. Donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Vous avez aussi la dent noire, une dent qui est complètement noire. Là, c'est une dent nécrosée. Donc c'est la pulpe qui est à l'intérieur de la dent qui est morte. Voilà, et arrivé à un certain âge, il est recommandé d'enlever carrément la dent. Voilà, exactement. Dans ce cas-là, il faut
tout simplement consulter votre médecin. Et vous avez aussi, vous avez aussi après le la syndrome, nécrosée, le syndrome du biberon. Alors, le syndrome du biberon, ça apparaît en général vers 2 ans, 3 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans, on va dire. À partir de là que peut apparaître ce problème. On appelle ça le syndrome du biberon, c'est parce qu'on donne un biberon à un bébé, on le donne en tant que doudou, en tant que tétine, et on met à l'intérieur soit un jus de fruits sucrés, enfin une boisson sucrée, et c'est assez déconseillé. C'est très déconseillé, justement. De faire ça, d'essayer de faire dormir bébé avec une boisson sucrée. Fait l'apparition des premières caries. Voilà, c'est toutes les dents qui sont voilà, comme vous le voyez à l'image, c'est toutes les dents qui sont cariées et commencent à se... C'est le mot approprié à fermage. Il y a une érosion de la denture. Je pense que la dentition. De la denture. Voilà. La denture, la dentition, c'est la formation des dents. La denture, c'est de 0 à 6, c'est dentition et denture au-delà. Exactement. Voilà. Donc, faut éviter de donner le biberon en tant que doudou ou en tant que tétine le soir à bébé pour essayer de le rassurer avec le biberon. Et aussi, il faut savoir que le lait qui contient du lactose contient du sucre. Voilà. Donc même si vous donnez du lait en boîte à votre bébé qui contient du lactose, parce que vous avez aussi des laits sans lactose, donc contient du lactose, donc qui contient du sucre, donc qui peut donner ce genre de problème. Donc il faut faire très attention à ce genre de soucis. Merci beaucoup Mounia Wittis pour toutes ces détails et ces informations très intéressantes pour cette rubrique mère et enfant. Mounia Wittis, c'est votre avant-dernier passage en 2019. En tout cas le dernier avec moi. L'occasion peut-être de dire bonne année à vos proches. Oui, bonne année à vous et bonne année à toute la famille Canal Algérie, à toute la famille du Bonjour, à toute la famille du C'est à nous, toute la famille de la télé, bonne année, meilleurs vœux. Et puis à Katia Dalia, oui, surtout. Oui, une belle année, Inch'Allah, et puis que du bonheur, Inch'Allah, que du positif, Inch'Allah. Votre chère maman et votre jumelle, votre soeur jumelle, ton frère. Voilà, c'est très important. Voilà, on arrive déjà à cette matinale de ce dimanche 29 décembre. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, de l'année prochaine, Inch'Allah. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne année, heureuse, pleine de bonnes et belles choses. Un grand merci, était la préparation de cette émission.